Bonjour à tous, il est 8h32. Je vous propose de démarrer pour notre session habituelle maintenant, des matinales du numérique. Donc c'est un plaisir de vous retrouver pour ces matinales du numérique qui seront aujourd'hui autour de la continuité numérique lors de la phase du démantèlement et de la gestion des déchets. Je vous propose tout de suite de laisser la parole à Estelle Desroches pour l'introduction. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Estelle Desroches. Je travaille dans le groupe EDF depuis plus de 20 ans maintenant et plus d'une dizaine d'années dans le domaine du démantèlement et de la gestion des déchets. J'ai notamment été en charge du programme de démantèlement des réacteurs graphite d'EDF. Et pendant cette période, j'étais en charge de la feuille de route numérique de la direction de projet des constructions de déchets, surtout son périmètre d'activité. Donc, je suis ravie de partager avec vous sur ce sujet aujourd'hui. Et puis, depuis, donc, j'ai pris la direction de CycLife, qui est une filiale d'EDF en charge du développement de ces activités de démantèlement et gestion des déchets, notamment à l'international. Et dans la plateforme CycLife, on trouve CycLife Digital Solutions, qui est une filiale centrée sur le développement de solutions numériques pour accompagner ces activités. Donc, c'est aussi un sujet qu'on pourra évoquer. Je vais juste faire une courte introduction pour situer le sujet vu d'EDF, mais je pense vu de la plupart des acteurs de la filière dans le domaine, avant de laisser la parole à d'autres interlocuteurs sur des sujets plus précis. Voilà, donc je vais surtout effectivement essayer de resituer les enjeux vus du groupe EDF, qui est à la fois maître d'ouvrage sur des chantiers de démantèlement, mais qui a aussi la particularité d'exploiter des installations de gestion de déchets, donc avec les deux casquettes. Voilà, ce premier slide, ça permet effectivement de rappeler que la déconstruction et la gestion des déchets, finalement, ça couvre un grand nombre d'activités qui sont parfois très proches de ce qu'on peut trouver dans le cadre de l'exploitation d'une installation nucléaire de base, avec toute la partie rôle d'exploitant nucléaire. Donc j'entends par là tous les gestes qui sont faits au quotidien pour maintenir aux conditions opérationnelles les installations, tous les gestes de surveillance réglementaire qui doivent être réalisés de la même façon au quotidien. Un rôle assez particulier aussi en termes de gestion des déchets sur site et expédition de ces déchets vers les exutoires finaux. Donc ça, c'est des choses qui sont sans doute assez semblables à des sujets qui ont dû être évoqués lors des matinales qui évoquaient le rôle du numérique dans le domaine de l'exploitation des installations nucléaires, mais qui est aussi très, très importante pour les sites en déconstruction et les sites de gestion des déchets. On a effectivement aussi, quand on fait de la déconstruction, un rôle de conception de nouvelles installations. Donc de la même manière, je pense qu'on va retrouver des similarités avec ce qui a dû être évoqué sur la partie installation neuve. Voilà, pour pouvoir réaliser les opérations de déconstruction, on a à concevoir des installations d'entreposage, des installations de traitement, donc créer ces nouvelles installations avec tout l'accompagnement numérique qui peut être mis en œuvre pour cette phase de conception, construction d'installations nouvelles. Ensuite, quand on effectivement, le cœur quand même du métier de déconstruction, c'est d'imaginer la manière dont vont se dérouler ces opérations de déconstruction et d'évacuation des déchets avec un fort enjeu d'optimisation globale du planning, des coûts,
mais aussi des volumes de déchets, de la dosimétrie que va recevoir la personne qui va réaliser les opérations. Donc ça, c'est sans doute le cœur des propos et des échanges qu'on va avoir, parce que ça nécessite effectivement des outils numériques sans doute un peu particuliers par rapport aux deux sujets que j'évoquais précédemment. Voilà. Donc, effectivement, c'était pour planter le décor et montrer que côté déconstruction, gestion des déchets, on a toutes ces facettes d'activités à adresser. Et ce qu'on constate effectivement ces dernières années, c'est que sur toutes ces activités, il y a une forte progression de l'utilisation du numérique. Et une vraie transformation globale de la filière pour intégrer ces nouvelles solutions dans l'ensemble de ces activités. Donc, vu d'EDF et dans le cadre de la feuille de route numérique qu'on porte au sein du groupe, mais avec l'ensemble des parties prenantes qui travaillent avec nous sur ces sujets-là, on s'est fixé quatre grands axes de travail, plus un cinquième, dont je parlerai après, en lien avec ces activités. Le premier axe, c'est vraiment la performance au quotidien pour les acteurs de terrain. Comment pouvoir intervenir dans ces milieux qui sont parfois complexes, qui pour certains n'ont pas été explorés depuis des années, en toute sûreté, en toute sécurité, et en profitant du confort que peuvent amener les solutions numériques. Donc là, on est effectivement sur le développement de solutions qui permettent la nomadisation, j'allais dire, de tous les gestes qui sont faits au quotidien par les acteurs de terrain. L'utilisation effectivement de tablettes qui donnent accès facilement au plan, au référentiel et qui simplifient les gestes de maintenance, les interventions directement sur le terrain. Donc ça, c'est effectivement des choses qu'on partage avec le parc nucléaire en général, et puis qu'on partage avec l'ensemble des intervenants qui viennent sur nos sites. Comment développer ces solutions et puis les utiliser au quotidien. Ça nécessite à la fois de penser application, de penser aussi réseau, puisqu'on est sur des installations qui ne sont pas forcément équipées. Voilà, donc un gros sujet sur lequel il y a eu beaucoup de développement ces dernières années. L'autre facette de cette performance accrue sur les interventions, c'est la formation préalable des intervenants en utilisant les outils numériques. Donc, c'est les solutions immersives qui sont aujourd'hui permises par le fait qu'on dispose de maquettes numériques de nos installations. Et donc, ça permet effectivement de jouer certaines interventions délicates en amont de la réalisation sur le terrain. Donc ça, typiquement, c'est aussi des solutions qu'on co-développe ou qui nous sont proposées par les acteurs industriels qui travaillent sur les chantiers de déconstruction. Ça me permet d'avoir une transition facile, j'allais dire, avec l'axe 2 sur lequel on a beaucoup misé ces dernières années, notamment parce qu'aujourd'hui, on déconstruit des installations qui sont très anciennes. Alors, ce sera peut-être moins le cas quand on démarrera le démantèlement des réacteurs à eau pressurisée en exploitation, mais aujourd'hui, ce qu'on démantèle, c'est des réacteurs qui sont arrêtés depuis plus d'une dizaine d'années, qui ont été construits dans les années 60. Donc, toute la documentation, elle est sous forme papier quand on en dispose encore. Le règle d'exploitation, il n'a pas forcément été complètement capitalisé. Donc,
quand on démarre les opérations de déconstruction, il y a des vraies incertitudes sur ce qu'on va découvrir sur le terrain. Et dans les débuts des chantiers de déconstruction, on a eu effectivement des expériences malheureuses sur ces sujets-là. Donc aujourd'hui, effectivement, on utilise beaucoup les solutions numériques pour disposer de jumeaux de ces installations. Donc, on travaille sur effectivement les scans, les photographies, et puis l'acquisition de données physiques sur ces installations qui vont permettre à la fois d'intervenir dans des conditions plus sûres en lien avec le premier axe de développement, mais aussi de mieux préparer les chantiers de démantèlement. Donc ça, effectivement, pour nous, côté EDF, ça a été un des gros enjeux majeurs ces dernières années que de disposer de la quasi-totalité des installations sous forme de jumeaux numériques pour pouvoir mieux appréhender les opérations de déconstruction. Voilà. En lien avec ces jumeaux numériques, je pense que ce qui est important, c'est que ce n'est pas seulement des données physiques, l'environnement dans lequel on va se retrouver du point de vue géométrique, j'allais dire, et complexité d'encombrement. Ce qu'on va aussi chercher, c'est des données radiologiques, des données sur la qualité des matériaux qu'on va trouver, l'amiante, etc., pour pouvoir les intégrer dans ces maquettes numériques. Et ça nécessite, c'est un point aussi de l'axe 1, qu'on puisse digitaliser tous les gestes de recueil de données qu'on fait sur les installations. Donc typiquement, on a travaillé avec certains acteurs de la filière pour digitaliser tout ce qui est recueil de données radiologiques, recueil de données amiantes, etc. et les intégrer directement dans ces jumeaux numériques, ce qui permet aussi de gagner beaucoup de temps dans la préparation des opérations. Voilà, le troisième axe, il est, j'allais dire, assez classique et c'est quelque chose, ça n'a pas forcément demandé des outils particuliers. Il y avait des outils qui existaient déjà, mais il y a un enjeu très fort quand même à avoir des outils de plus en plus fiables sur tout ce qui est description des opérations unitaires. Quand je parle d'opérations unitaires, c'est comment va se passer une découpe, comment va réagir le bâtiment qu'on va découper quand on va commencer effectivement à aller toucher les armatures, etc. Donc, c'est des outils assez classiques de description des comportements mécaniques, thermiques, des matériels ou des bâtiments qu'on va démanteler. Mais effectivement, ce sont des outils dont il faut qu'on dispose. L'enjeu, c'est aussi de pouvoir utiliser les jeux de données qu'on acquiert pour faire les jumeaux numériques directement pour faire ensuite les maillages des modèles qui sont utilisés pour faire tous ces calculs de comportement. Donc il y a un enjeu de continuité numérique, j'allais dire, entre les outils qu'on développe sur ces deux axes. Et puis l'autre enjeu, peut-être un peu nouveau que nous on veut adresser, c'est tout ce qui est effet d'échelle. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de tests en amont des outils pour dérisquer les opérations de déconstruction. Donc on construit des maquettes, on teste les robots, on teste les outils qu'on va ensuite utiliser dans un environnement qui est quand même différent de la maquette. Donc il y a une question d'extrapolation de ces tests dans des environnements plus compliqués, où c'est sur des matériaux qui ont un historique d'irradiation, un historique de vieillissement qu'il faut qu'on appréhende. Donc il y a encore un peu là-dessus de développement et de recherche à faire pour effectivement passer de la maquette à la réalité de terrain. Et ça nécessite effectivement qu'on partage collectivement sur le retour d'expérience qu'on a des premières opérations qu'on a réalisées au titre du démantèlement. Voilà, donc ça c'est effectivement un axe important. Et puis pour moi l'axe le plus important et celui sur lequel on travaille collectivement, c'est effectivement tout ce qui est
modélisation des scénarios de démantèlement et optimisation multicritère de ces scénarios. Donc, ça va de la description globale du scénario de démantèlement d'un atelier, par quel bout on va le prendre, est-ce qu'il faut commencer par un bout de l'atelier ou l'autre, quel impact ça va avoir derrière sur le planning, sur la dosimétrie que les opérateurs vont recevoir au travers des opérations qu'ils vont réaliser, quel va être le volume de déchets qu'on va produire, évidemment les coûts. Et effectivement, on avait besoin, et c'est vraiment là-dessus qu'on a fait beaucoup de développement, d'avoir des outils qui nous permettent de faire facilement des analyses multicritères pour jouer différents scénarios et trouver effectivement le meilleur. Donc aujourd'hui, nous, côté EDF, on a misé sur l'outil DEM+, qui est proposé par SiteLife Digital Solutions, parce que ça permet effectivement de regarder l'opération de démantèlement sous toutes ses facettes et de manière systémique. Et ça, c'est un point important. On l'utilise beaucoup dans la phase étude pour imaginer ce que peut être ce scénario, mais on commence de plus en plus, et ça, c'est un point sur lequel, effectivement, la continuité numérique doit s'installer, comme un outil aussi de dialogue avec l'entreprise qui va réaliser l'opération. Donc, on préconise effectivement d'utiliser ce type d'outil dans le dialogue. Et puis, on est en train aussi de faire des tests pour voir quand on a un aléa sur un chantier, comment on peut transformer le scénario de démantèlement qu'on avait imaginé au départ pour prendre en compte ce qu'on a trouvé réellement sur le terrain. Et donc là, on fait effectivement des tests avec un de nos sous-traitants sur une grosse activité sur un des réacteurs graphites de Saint-Laurent pour qu'il y ait cette continuité entre ce qu'on avait imaginé dans l'outil au départ et puis ce qui se passe réellement sur le terrain. Sur cette partie scénario de démantèlement, ce qui est aussi important, c'est de voir comment les robots ou les outils qui sont aujourd'hui des solutions qu'on utilise quand même de plus en plus, surtout quand on est sur des démantèlements complexes, vont s'intégrer dans l'environnement de l'installation, voir s'il y a des clashs géométriques, parce qu'il y a des fois où on a de très bonnes idées, puis une fois qu'on met le robot dans l'environnement, ça passe pas. Donc c'est important de pouvoir le vérifier avant. Est-ce que combien de fois on va devoir répéter l'opération, et donc est-ce qu'il ne faut pas imaginer d'autres solutions pour appréhender l'opération? Et ce qu'on est aussi en train de regarder là-dessus, c'est tout ce qu'elle peut amener l'intelligence artificielle quand on a des gestes répétés à faire avec des robots, parce qu'effectivement, on peut trouver des solutions qui optimisent ces opérations-là, du point de vue approche de l'outil, du point de vue placement du robot. Voilà. Donc il y a beaucoup, effectivement, de travail à faire autour de ces solutions-là, quand on a des chantiers où, effectivement, le geste se répète de nombreuses fois. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment un sujet sur lequel on sent une appétence globale de la filière avec des programmes de travail communs qui se mettent en place. Et puis, je dirais enfin, l'axe qui me paraît important, c'est de disposer d'une plateforme globale qui intègre toutes ces solutions-là. Donc, parce que finalement, quand on imagine le scénario de démantèlement ou qu'on bouge quelque chose dans le scénario de démantèlement, ça peut avoir un impact sur le comportement de l'installation, ça peut avoir un impact sur le flux de déchets qu'on va générer. Et donc, aujourd'hui, comme on travaille beaucoup avec des briques très différentes, ça nous oblige à refaire de la ressaisie et on n'a pas cette vision systémique globale de l'impact d'un choix qu'on peut faire. Et donc, avoir une plateforme globale qui intègre toutes les dimensions,
comme on a les PLM ou les BIM dans la construction neuve, c'est un axe de travail fort pour nous, donc au travers d'une plateforme qu'on appelle le DIM, le Dismantling Information Model, qu'on travaille avec d'autres donneurs d'ordre qui sont présents, et puis c'est un axe qui est travaillé aussi côté communauté européenne, avec un projet européen autour de ça, comment effectivement on peut mettre en commun ces briques numériques pour optimiser l'ensemble des opérations de la filière des constructions de déchets. Voilà, pour planter rapidement le décor. Et puis maintenant, je crois que je suis tout oui pour la suite, et je répondrai aux questions à la fin. Merci beaucoup Estelle, c'était très complet et surtout je pense qu'on a déjà mis les bons sujets sur la table. Donc ce que je vous propose tout de suite, c'est de démarrer cette matinale après l'introduction d'Estelle sur la continuité numérique avec le CEA. Je vous rappelle que dès le démarrage de la présentation, qui vont durer 15-20 minutes, vous pouvez poser vos questions dans le chat et que je les relayerai autour de 10 minutes de questions après la présentation. Donc, pour entamer la continuité numérique et la simulation interactive au service des activités du démantèlement par le CEA, nous avons avec nous Vincent Perrault. Vincent a 7 années d'expérience dans le secteur nucléaire. Il a débuté sa carrière au CEA, au département démantèlement et conduite des opérations à Marcoule. Il est actuellement responsable de l'activité réalité virtuelle augmentée de l'exploitation de la salle immersive Présage et des développements de la suite logicielle Hydrop à l'ISEC. Il sera accompagné de Patrick Deveau. Patrick a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur nucléaire. Il a été en charge du pôle de compétences démantèlement nucléaire du CEA, puis chef de projet pour la reprise des déchets historiques de la station de traitement des effluents liquides à Marcoule. Depuis 2017, il est chef de projet au CEA INSTM en charge des formations au démantèlement et à la gestion des déchets. Je vous laisse tout de suite la parole et je reprendrai les questions-réponses dans 15-20 minutes. Merci, parce que la présentation était extrêmement complète. Alors, comme beaucoup, moi j'appartiens à la génération qui aurait connu la fin du contrat programme avec la mise en service du palier M4, le démarrage jusqu'à Phoenix. Et très rapidement, dans mes activités, puisque ma carrière, moi, je l'ai débutée chez Framatome, très rapidement, elle a été axée sur les opérations de maintenance. Et puis depuis 20-25 ans, donc je suis sur le démantèlement. Donc j'ai eu la chance d'être un petit peu en observation et témoin de tout ce qui a pu se mettre en place et comment les moyens, les méthodes ont évolué en couvrant pratiquement le cycle complet de vie des installations nucléaires qui sont pour certaines encore en train d'être exploitées. Alors comme vous le savez, le CEA bénéficie d'une très large expérience, puisque les premières installations nucléaires ont été radiées de la liste des IND à partir des années 70, compte tenu des activités qui sont axées sur la recherche. Il y a des changements, des renouvellements, voilà, une gestion du foncier qui est nécessaire et qui nous a conduit très tôt et probablement les premiers à conduire ce type d'opération. Aujourd'hui, donc, nous avons, alors c'est plus 39 que 36 installations qui sont en cours de démantèlement aujourd'hui au CEA. Il y a sensiblement 1200 personnes, 1200 salariés CEA qui sont en charge de ces projets. Cela représente une centaine de projets au CEA, donc autant de fils de connaissances et de savoir qui doivent être pérennisés dans la continuité dans le temps pour pouvoir passer les connaissances et les numériques aident beaucoup dans ce sens-là, d'une génération de chefs de projet à l'autre. Voilà. En termes de budget, donc les travaux sont menés grâce à un financement. Ah, on a perdu la vue. Moi, j'ai bien touché là.
donc un financement qui est alloué par l'État et qui permet de financer un certain nombre de chantiers donc, qui ont été mis en priorité pour certains et d'autres qui ont été mis en attente. Et pour cela, évidemment, un engagement est pris de capitaliser les connaissances, toutes les données de façon à ce qu'elles puissent être instituées au moment venu lorsque les travaux pourront débuter. Alors, au CEA, on a une très grande diversité d'installations, évidemment, à la fois par nature et par taille. Tout de suite, alors, effectivement, comme l'a souligné Estelle, on peut faire des parallèles avec la maintenance. Par nature, enfin, beaucoup d'opérations sont identiques, mais à quelques détails près malgré tout. Déjà, pour les très grosses installations, on va se retrouver confronté par rapport à une durée de vie normale d'installation entre 30, 40, 50, peut-être 60 ans, des durées de démantèlement qui seront du même ordre. Donc, une contrainte de pérennisation de ces données et une gestion de l'obsolescence également des moyens informatiques et des systèmes numériques qui vont permettre de conserver ces données et qui vont permettre également de les exploiter. Voilà. L'autre aspect également par rapport à la maintenance et par rapport à l'exploitation réside également dans le fait que les équipes vont être assez largement réduites et donc le savoir va reposer sur un nombre plus restreint de personnes. Donc moi j'ai en tête un chiffre qui avait été donné par EDF qui pourrait être confirmé, c'est que pour démanteler un réacteur de deuxième génération, ce sera sensiblement 200-300 personnes à EDF. Donc un savoir qui va reposer sur un nombre plus réduit. Et également le fait que beaucoup d'entreprises vont devoir intervenir sur ces chantiers et une contrainte dans le partage et dans l'accessibilité qu'il va falloir donner à ces savoirs. Voilà. Alors, la particularité au CEA, c'est que nous, on n'a pas d'effet de série, donc c'est assez difficile de mener les opérations avec une notion de palier. On a également une collection d'objets, de déchets historiques qui est assez divers, qui fait partie de l'héritage, donc qui représente en termes de gestion des contraintes importantes, soit dans la caractérisation, mais également dans la gestion des flux. Et là, les simulations sont effectivement extrêmement importantes. Voilà. Je ne vais peut-être pas en dire plus, c'est ça, je suis parfois un peu trop bavard. Je vais te laisser maintenant la parole de façon à ce que tu puisses présenter les différents cas d'espèces qui ont été traités, en particulier sur le génétologie, qui est un des plus gros chantiers pour le CEA. Merci. Merci Patrick. Donc je vais poursuivre sur des cas un peu plus précis, un peu plus concrets par rapport à la vision globale que tu viens de donner, Patrick. Et donc je vais essayer de décrire en quelques slides le cycle de vie de la donnée numérique au sein des projets d'assainissement, démantèlement au CEA, et en particulier donc sur une installation UP1 et les différents projets sur lesquels on intervient dans ce cadre-là. Alors, avant de rentrer dans le détail et de présenter ces cas d'usage sur lesquels on a pu travailler depuis une dizaine d'années, revenons sur en fait le cycle d'un projet de démantèlement, et on va voir en fait que la donnée numérique en fait suit évidemment le même cycle de réalisation d'un projet de démantèlement. Donc,
j'ai ici, de manière assez macroscopique, identifié 5 étapes, en fait, 5 grandes étapes liées à un projet de démantèlement. Alors la première étape, c'est la caractérisation, donc la définition de l'état initial, où en fait la maquette numérique va naître. Et donc l'ensemble de ces données vont être assez hétérogènes. On va avoir des inspections télévisuelles, du scan 3D, de la photogrammétrie, des données aussi radiologiques, du gamma scanning notamment, et l'ensemble donc de ces données vont être agrégées, alors sous différentes formes. Ça peut être sous la forme de maquettes BIM ou de données même papier via des GED assez classiques. Donc voilà, donc cette première étape, elle est importante car elle va définir en fait l'ensemble. Enfin, elle va poser les bases en fait de ces données numériques pour l'ensemble du projet. À savoir, comme le disait Patrick, en fait, on a des données qui sont souvent pas exhaustives pour un projet de démantèlement. Donc, on a des données issues des plans qui peuvent nous servir de base, mais qui sont pas forcément exhaustives sur un chantier. Ensuite, on va avoir la phase de conception. Donc, les scénarios vont être définis. Donc, la maquette numérique préalablement construite va être utilisée, mais va être aussi enrichie. On va avoir des études de faisabilité qui vont être faites par la maîtrise d'œuvre, donc des études à l'ARA aussi, et la maquette numérique va s'enrichir en fait de données, alors, souvent de type CAO, donc avec des équipements qui vont être conçus spécialement pour le démantèlement. Enfin, de manière assez logique, on va avoir la formation. Une fois les scénarios consolidés et bien définis, on va former les opérateurs. Donc là, la maquette numérique va nous servir en fait pour créer du contenu pédagogique et aussi faire des formations au processus et aux méthodologies qui sont mis en place via des séances immersives, par exemple. On le verra juste après. Lors de la phase de réalisation, même si c'est encore aujourd'hui moins acté, on va utiliser la maquette numérique pour faire des simulations sur le chantier, apporter en fait et voir comment peut réagir une installation ou des équipements à des modifications mineures d'un scénario, par exemple. Utiliser aussi la maquette numérique comme donnée d'entrée d'outils de réalité augmentée, etc. Et enfin, on a la dernière étape qui est la définition de l'état final. Donc mettre à jour la maquette suite aux différentes étapes de démantèlement qui ont pu avoir lieu. À savoir que cette dernière étape est en fait souvent la première étape d'une nouvelle partie d'un chantier de démantèlement. Donc, pour illustrer en fait ces différentes étapes avec des cas concrets qu'on a pu réaliser au CEA et avec différents partenaires, on va se focaliser en fait dans cette présentation sur les chantiers de démantèlement de l'usine UP1. Donc, en quelques mots, et Patrick l'a déjà un peu évoqué, donc c'est une usine qui a vu passer beaucoup de combustible irradié, donc avec des forts enjeux de contamination et d'irradiation. On n'a pas d'effet de série. C'est une installation où il y a eu, où il y a différents process qui ont leur particularité à chaque fois. Et on a une installation de R&D donc qui a évolué au fur et à mesure de sa vie, donc avec une traçabilité qui est pas complètement exhaustive, on va dire, et des déchets très variés. Donc les principaux besoins, alors là c'est évidemment pas une vision exhaustive des besoins, mais c'est ceux qu'on a notés de manière principale. Donc le premier besoin en fait, c'est d'avoir et d'accéder à la maquette numérique le plus tôt possible dans les projets. Donc dès le début d'un projet, d'avoir une maquette numérique qui soit qui nous permettrait de réduire la quantité et la complexité du maquettage réel, diminuer ce maquettage réel, exploiter la maquette numérique pour consolider les modes opératoires et aussi faire une passerelle avec les maîtrises d'œuvre entre la conception des scénarios et leur mise en place. Utiliser aussi cette maquette pour des contrôles de second niveau des scénarios, donc vérifier les cadences, vérifier les accessibilités, les faisabilités. Et enfin, aussi utiliser cette maquette numérique, comme je disais tout à l'heure, pour faire de la formation. Donc depuis une dizaine d'années, en fait, sur le site
site de Marcoule, voire même bientôt 12 ans, on a une salle de réalité virtuelle qui nous permet en fait d'interagir et d'utiliser cette maquette numérique. Donc cette salle de réalité virtuelle a évolué au fur et à mesure du temps pour être à jour. Donc, on dispose en fait aujourd'hui d'équipements assez standards. On a un biface 4K qui nous permet d'immerger visuellement les utilisateurs dans un environnement numérique. On a des outils d'interaction avancés avec des interfaces haptiques, donc un retour d'effort qui nous permettent d'interagir très précisément avec la maquette, que ce soit pour des simulations robotiques ou humaines. Et l'ensemble en fait est vraiment positionné pour être mis en œuvre dans le processus de réflexion et de conception d'un scénario de démantèlement, à savoir que voilà, on a une salle de réunion qui est vraiment intégrée à cette salle de réalité virtuelle et qui nous permet, lors des revues de projet, de vraiment faire le switch entre le virtuel et le réel de manière la plus fluide possible. Donc quelques exemples en fait dans cette phase. Je vais commencer par la phase de caractérisation. Donc comme je vous disais tout à l'heure, les enjeux en fait, c'est de réellement réduire les coûts entre la génération des données et les simulations, et de pouvoir utiliser au plus tôt ces données numériques. Donc on a des outils aujourd'hui au CEA qui nous permettent d'utiliser de manière fluide ces données hétérogènes. Donc on va pouvoir créer des simulations via des périphériques de réalité virtuelle, des simulations qui intègrent des nuages de points non traités, non structurés, de la CAO issus par exemple de remontage de plans, des photos 360, etc. Donc ces outils-là vont nous permettre très rapidement dans un projet de pouvoir immerger les utilisateurs et de pouvoir prendre en compte qui prennent en compte les enjeux d'un scénario de démantèlement. Alors, par exemple, c'est de visualiser à l'échelle 1 une installation qui n'est pas accessible, d'aller dans une cellule chaude ou de pouvoir naviguer dans cette installation en s'affranchissant en fait des contraintes réglementaires qu'il pourrait y avoir pour y accéder. Et donc l'idée aussi, c'est de pouvoir très rapidement d'interagir avec des équipements, de pouvoir visualiser des cinématiques de ponts roulants par exemple, et d'engins robotisés par exemple. Deuxième cas, donc là qui est plutôt orienté vers la conception et l'élaboration des scénarios d'assainissement démantèlement. Donc là, les enjeux sont vraiment de consolider et de dérisquer ces scénarios, donc de faciliter. Donc la première étape, voilà, la première justification de l'utilisation d'une maquette numérique, c'est de faciliter le travail collaboratif. Donc c'est vraiment de se retrouver tous autour d'une seule source de vérité et de pouvoir en fait interagir avec cette source, que ce soit avec des équipements de réalité virtuelle, mais pas forcément ce genre d'outils. Ça peut être aussi avec de simples périphériques, clavier, souris et écran classique. Donc l'objectif, c'est de réduire évidemment les coûts et les risques projets en règle générale, hein, les délais, les coûts, d'augmenter la sécurité et la sûreté des opérations en étant en fait aussi un formidable outil de communication et un outil qui permet de convaincre en fait les autorités de sûreté que le scénario respecte toutes les normes et en vigueur. Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir réduire au maximum le maquettage réel, donc des installations, donc réduire les coûts d'entretien et de création de ces maquettes réelles, et de faire une grande partie de ces opérations en virtuel. Donc vous voyez en fait quelques exemples en bas de cette slide. Donc dans différents cas, on va être capable d'un côté de simuler les engins robotisés, de faire des études d'accessibilité, de sortir des cartes d'accessibilité, par exemple de reprise de dépôt dans le cas de la photo du centre. On va aussi créer des postes de commande virtuels pour faire des études de productivité, donc être capable de dire avec tel type de robot et aussi avec telle caméra, on va être capable de sortir tel volume de déchets en une journée ou en un temps précis. Donc on va rendre ces scénarios plus robustes dans différents aspects.
Enfin, et de manière assez logique, on va utiliser tous ces développements qui ont été faits en amont de la phase de projet, donc lors des caractérisations et de la phase de conception, comme un outil de formation et de sensibilisation des équipes à la future réalisation des opérations. Donc l'idée, en fait, c'est de concevoir les futurs postes de travail, donc en virtuel, et de réduire les risques humains liés à ces opérations. Donc en mettant en fait les opérateurs face à des situations qu'ils auront, donc soit des situations de crise, on va dire, avec potentiellement des accidents qu'on est capable de générer, ou alors des situations tout simplement enfin, on va dérouler le vrai scénario, le vrai mode opératoire pour qu'ils prennent en compte les différents aspects de cette phase de réalisation. Alors, enfin, pour conclure, prenons un peu de recul en fait sur ces enjeux. Alors, je pense que tout à l'heure, Estelle a parlé d'un projet européen. Je pense que c'est le projet Pléiades sur lequel on est impliqué. Donc, la continuité numérique n'est pas un enjeu évidemment français et il doit être traité aussi au niveau européen. Donc dans ce cadre-là, le CEA coordonne un projet européen qui s'appelle Pléiades, qui regroupe 14 partenaires donc sur 7 pays différents, dont l'objectif en fait est de faciliter cette continuité numérique en offrant en fait une interopérabilité entre différents outils logiciels via une plateforme commune, des formats et aussi une ontologie commune sur des projets de démantèlement. Donc l'idée en fait c'est de fournir à ces différents logiciels donc, qui vont de l'étude de coûts, l'étude de planning à des outils de réalité virtuelle, de réalité augmentée, une utilisation la plus fluide possible de la maquette numérique sans être obligé à chaque fois quand on va passer d'un logiciel à l'autre, d'avoir un travail long, coûteux, fastidieux de retravail de cette maquette numérique pour tout simplement des fois changer juste un format ou de retraiter des données pour qu'il soit compatible avec un logiciel tierce. Donc pour conclure sur nos expériences en fait sur l'utilisation de cette maquette numérique à travers des outils d'intervention, enfin d'interaction immersive et en temps réel. Donc les avantages sont nombreux évidemment. Donc c'est la réduction de maquettes physiques. Alors aujourd'hui il n'est pas question de réduire complètement les maquettes physiques, mais de réduire en partie ces maquettes et vraiment de se focaliser les maquettes physiques sur des enjeux très forts et très ciblés. Donc de réduire aussi cette utilisation de maquettes numériques permet de réduire les erreurs, hein, que ce soit à la phase de conception ou lors des phases de réalisation. Aussi donc on a un retour d'expérience aujourd'hui depuis maintenant plus d'une dizaine d'années qu'on utilise cette approche avec beaucoup de projets, beaucoup de success stories en fait, où on a pu de manière significative améliorer les projets, que ce soit dans l'aspect risque, sûreté, sécurité, mais aussi dans l'optimisation des coûts et des cadences et du délai. Et on voit aussi une forte adhésion en fait des opérateurs qui est pas forcément toujours gagnée dès le début, hein, mais à la fin des projets, on a toujours une forte adhésion, que ce soit des équipes projets ou des opérateurs. Alors les points de vigilance, parce qu'il y en a forcément, donc on a des difficultés souvent à définir cet état initial. On est sur des projets donc avec des installations de R&D qui ont évolué et qui ont pas forcément, où la traçabilité n'a pas été faite de manière exhaustive. Donc c'est toujours une problématique importante. On peut avoir le meilleur simulateur au monde, si on n'a pas les bonnes données d'entrée, on pourra pas faire grand chose. Ensuite, le processus de mise à jour des maquettes lors des chantiers doit être clairement amélioré. Aujourd'hui, on perd un peu cette donnée, ces mises à jour une fois que le chantier a démarré. On la retrouve une fois que le chantier est terminé, mais
pendant la réalisation, il serait intéressant de pouvoir mettre à jour les maquettes de manière beaucoup plus rapide et surtout beaucoup plus, enfin, avec une cadence beaucoup plus importante. Et enfin, voilà, on a aujourd'hui aussi des difficultés à attirer des profils, donc des jeunes hein, qui auraient cette profil de réalité mixte, réalité virtuelle, réalité augmentée, dans ces domaines-là. C'est des enjeux, enfin c'est des domaines qui aujourd'hui sont en plein essor, et le domaine du nucléaire n'est pas forcément le domaine à quel on pense en premier quand on se lance dans une carrière liée à ces domaines-là. Et les axes de développement, ils sont assez nombreux. Donc c'est accroître l'interopérabilité, on l'a mentionné avec le projet européen Pléiade, simuler de manière toujours plus réaliste ces données, enfin ces scénarios, donc avec une connexion peut-être à des outils de simulation plus précis, et enfin donc utiliser la maquette numérique comme des aides aux opérations, et on travaille aujourd'hui beaucoup sur des projets de réalité augmentée qui permettraient de consolider ces opérations avec une assistance en temps réel. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Vincent et Patrick. Alors ce que je vous propose, c'est de passer aux questions-réponses. Alors je vais vous demander de répondre assez brièvement, j'ai déjà beaucoup de questions. Donc la première question, ça va être réellement en euros. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de gains identifiés, soit en donnant l'exemple sur un projet, soit en donnant un pourcentage par rapport au coût global du projet? Qu'est-ce que réellement sur des projets déjà mis en œuvre, vous avez gagné grâce à ça? Alors, je peux peut-être commencer, Patrick, si tu veux rajouter des choses, tu pourras. Donc, en quelques mots, en fait, la problématique en fait du ROI sur ce genre de projet est assez difficile à mesurer, dans le sens où souvent on évite des erreurs et on va en fait, voilà, enfin, réduire le coût à terminaison, mais sans pouvoir réellement le mesurer, dans le sens où effectivement, il faudrait faire le même projet en parallèle pour pouvoir voir la différence entre l'apport de la réalité virtuelle ou non. Ceci dit, on a quand même certains retours d'expérience sur des chantiers pilotes qu'on a pu réaliser, dans le sens où on a fait le travail sans la réalité virtuelle et avec la réalité virtuelle en parallèle. Et sur des projets d'investigation où il a fallu tester la faisabilité d'opérations d'investigation, le maquettage d'une installation a coûté en gros une enveloppe de 50 ou 60 kilos euros, je crois. Donc c'était un petit projet, hein. On s'est aperçu qu'en fait la réalité virtuelle pouvait nous permettre de s'affranchir complètement de ces maquettes, et maquettes qui n'étaient pas en plus exhaustives, et on s'est rendu compte qu'au final les vrais enjeux de l'investigation étaient pas tracés par cette maquette. Donc sur des cas précis, on est capable de dire voilà, le coût d'une maquette a été grandement réduit, et on peut parler de plusieurs centaines de kilos euros sur des cas précis. Et du coup, Vincent, pour rebondir, puisqu'il y a une autre question concernant le maquettage, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais est-ce que vous avez réussi à supprimer 100% du maquettage? Sinon, pourquoi pour l'instant vous ne savez pas, et est-ce que vous pensez que ce sera possible un jour? Alors aujourd'hui, la réponse est non, on n'a pas supprimé 100% du maquettage. À court et moyen terme, je pense qu'on n'y est pas. Aujourd'hui, en fait, on utilise le maquettage réel et virtuel de manière assez complémentaire, où on va en fait commencer par le maquettage virtuel pour vraiment mettre le doigt sur en fait les vrais enjeux de l'opération. Et souvent on se rend compte en fait que ce qu'on avait envisagé comme complexe ou comme risqué au début de la conception d'un scénario ne l'est pas forcément, et que en fait certaines opérations méritent réellement un maquettage réel, et donc on va vraiment focaliser ce maquettage réel sur des opérations très critiques, et ces opérations-là ont été définies grâce au virtuel. Et juste un dernier mot, aujourd'hui, pourquoi on n'est pas capable de tout faire en virtuel, c'est que notamment, je prends un exemple sur des outils de découpe pour le démantèlement, que ce soit des découpes conventionnelles type disqueuse par exemple, ou
de type laser, on n'est pas capable aujourd'hui de simuler de manière réaliste, en temps réel, tous les aspects de ces outils-là. D'accord. Et est-ce que pendant vos démantèlements, vous intervenez dans des salles où les équipements à démanteler coexistent aussi avec des équipements en prod du type ventilation, équipements importants pour la sûreté? Et est-ce que la simulation vous aide dans ces cas-là? Alors, Patrick, je ne sais pas si tu veux réagir, mais oui, c'est le cas. Alors aujourd'hui, on travaille notamment sur des calculs, les codes de calcul qui nous permettent d'avoir une idée, en tout cas de manière plus précise possible, sur la dissémination, notamment des particules qui seraient mises en suspension lors des chantiers de démantèlement. Donc dans le cas de ventilation, ça peut directement impacter sur les chantiers. Évidemment, en cas de démantèlement d'un équipement qui serait à côté, par exemple, d'un autre équipement qui lui serait critique pour une installation, évidemment la réalité virtuelle et les simulations interactives prennent tout leur sens, dans le sens où voilà, on va être capable de définir des zones d'exclusion et de valider qu'un scénario ne rentre pas, enfin fait en sorte que les moyens robotiques par exemple ne rentrent pas dans ces zones-là, et de manière assez facile en réalité virtuelle, on est capable de le faire. D'accord. Vincent, je vais avoir 2 dernières questions, les réponses très rapides. Donc, première chose, est-ce que vous pouvez citer quelques exemples des outils utilisés? Vous nous avez présenté là, la maquette, etc. Derrière, il y a quel outil? Alors, il y a plusieurs outils. Il y a évidemment beaucoup d'outils de préparation de maquettes numériques qui nous permettent en fait de traiter cette maquette numérique, de la simplifier, parce qu'une maquette numérique n'est pas forcément dédiée à des simulations interactives, notamment dans sa conception initiale. Donc on a des outils, alors je ne les nommerai pas tous, mais nous on utilise beaucoup un outil qui s'appelle Pixies, qui va nous permettre de traiter notre maquette numérique. Et pour réellement faire nos simulations, on utilise un logiciel qu'on a développé en interne au CEA qui s'appelle iDrop, et qui est une suite logicielle en fait qui est basée sur des codes de calcul multiphysique qui s'appellent XDE, qui sont développés au CEA aussi, et qui nous permettent aujourd'hui de traiter l'ensemble des aspects d'un chantier de démantèlement, qui vont des moyens robotiques, des moyens humains, des études ergonomiques, des calculs de doses en temps réel. Voilà, tout ça sont traités par nos logiciels. Très bien. Et dernière question qui ouvrira un peu le débat, et vraiment en 1 minute pour la réponse. On pose beaucoup de questions sur les installations du CEA DAM. Est-ce que ce que vous nous avez présenté s'applique aussi aux installations du CEA DAM? Est-ce que vous arrivez à mettre tous les éléments dans le même outil, y compris en préservant tout ce qui est sécurité, protection, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'application au CEA DAM? Tu veux que je réponde? Oui, je te laisse répondre, Patrick. Ouais, oui, tu compléteras. Donc, en ce qui concerne les installations qui relèvent de la Patrick, je vais juste vous demander de parler un tout petit peu plus fort. Ah, oui. Donc, pour les installations qui relèvent de la défense, nous en avons sur Marcoux, nous en avons sur Cadarache. Il y a effectivement les sites d'Am, Aurevilliers et puis Valduc. Et moi, le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est la simulation pour la VM à Marcoux, qui a été modélisée en boule. Ensuite, en fonction de la taille des installations, je dirais que la doctrine CEA n'est pas de réaliser une maquette de façon systématique, c'est vraiment réalisé au cas par cas. Même chose pour le maquettage à taille réelle, ça répondra davantage à l'information des opérateurs et à une qualification des moyens du système qui doit être une joue. Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question. Si, très bien. Juste un mot, aujourd'hui on est capable de traiter dans notre salle de réalité virtuelle les maquettes qui sont DR et avec un niveau de confidentialité élevé. Voilà. D'accord, c'est très clair. Merci beaucoup. En répondant à une question, je vais faire la transition. Alors, merci, je suis obligée de me presser un petit peu pour avoir l'autre présentation, mais il y a encore beaucoup de questions. N'hésitez pas
à continuer à poser des questions. Vous le savez, hein, on récupère toutes les questions et derrière, on apporte les réponses avec les présentateurs, même en dehors de cette matinale. Donc, on continuera bien sûr à le faire. Donc, eh ben, vous avez eu un exemple sur des opérations de démantèlement. Maintenant, on va parler optimisation des déchets, ce qui va me permettre de répondre à une des questions posées dans le chat. Et pour ça, je vais passer tout de suite la parole sur le sujet continuité numérique pour une gestion des déchets plus collaborative et optimisée, avec une co-présentation Orano et Andra. Et donc, on aura avec nous Michael Hadadji, oui, bonjour. Dans le secteur nucléaire, il a rejoint le groupe Orano en 2014 et actuellement travaille sur les supports techniques. Chez Orano, Maud Bardi, qui a plus de 15 ans d'expérience dans le secteur nucléaire, a débuté au CEA et depuis 2008 et dans le groupe Orano, référente métier déchets. Fazia Aberkan, qui a 4 ans d'expérience dans le nucléaire, qui a débuté à l'Ondra sur le contrôle des colis et qui est maintenant chez Orano en tant qu'ingénieur technique à la direction de la programmation, démantèlement et déchets, et Guy Langlois, qui a 27 ans d'expérience dans le nucléaire, qui, après avoir travaillé dans le BTP, a rejoint l'Ondra et qui est chef de projet des systèmes d'information de gestion des colis à la direction industrielle et Grand Est de l'Ondra. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter des illustrations de ce que sera la continuité numérique dans le monde de la gestion des déchets radioactifs de demain. Donc on va vous présenter cette présentation à 4 voix. Peut-être en premier lieu, on voulait vous faire un premier rappel des différents macro-processus qui gèrent la gestion des déchets radioactifs. Donc, on voit 3 lignes temporellement différentes. Donc, bien en amont de tous les processus, on a l'instruction et l'ouverture des filières qui définit les règles du jeu. Ensuite, en seconde ligne, on a les opérations terrain qui permettent de constituer les colis de déchets radioactifs conformément aux règles des installations et des filières de déchets radioactifs. Et enfin, en dernière ligne, nous avons une partie beaucoup plus logistique qui permet de planifier nos expéditions, de déclarer les colis de déchets radioactifs et d'assurer le bon stockage définitif de ces colis. On a décidé collectivement de vous présenter cette présentation en 3 parties. La première partie sera une illustration de ce que sera la continuité numérique au plus proche du terrain, avec l'application Wasteflow, une application qui a été développée par Orano DS, et cette partie vous sera présentée par Maud Bardi. Ensuite, nous avons décidé de focaliser un exemple sur la partie expédition. On illustrera via l'application Dico une solution donc digitale pour dématérialiser et digitaliser de manière collaborative la planification des expéditions de colis de déchets radioactifs. Cette partie, elle sera présentée par Fazia Aberkan. Et ensuite, enfin, on vous présentera les ambitions du collectif GIFEN, collectif qui réunit tous les acteurs de la filière nucléaire et qui a pour mission principale d'assurer une continuité numérique au sein de tous les processus et avec tous les acteurs de la filière nucléaire. Je laisse la parole à Maud Bardi. Merci. Donc, moi, je vais vous présenter l'application Wasteflow. Donc, Wasteflow, c'est un outil digital qui a été développé pour les acteurs du terrain qui travaillent à la gestion et au conditionnement des déchets. Donc, le contexte actuel, aujourd'hui, on a un parc applicatif qui est très hétérogène dans le domaine de gestion des déchets et surtout, on a beaucoup de papier. Sur certains sites, on utilise des tablettes pour collecter les informations relatives aux colis de déchets, alors que sur d'autres sites, on a encore la fiche papier, comme vous pouvez voir à l'écran. En complément, on a peu de mutualisation des outils entre les différents sites, notamment parce que chaque outil a été développé pour le besoin local et du site seulement. La seconde chose qu'on a remarqué, c'est qu'on utilisait beaucoup des outils qui étaient peu robustes, notamment Excel et Access, qui entraînent dans le temps des risques de fiabilité et de pérennité des applications. Et enfin, le métier de la gestion des déchets a une faible maturité dans la conduite des projets informatiques, ce qui fait qu'on a du mal à passer d'un POC local à un projet industriel global.
C'est pourquoi on a travaillé sur la mise en place d'un outil applicatif qui s'appelle Westflow. Donc, c'est un outil qu'on a développé avec Accenture. C'est un développement spécifique pour les besoins d'Orano démantèlement service. L'outil il est composé d'une partie de tablette pour les opérationnels et d'une partie web pour les personnes du bureau. On peut avoir une aide au conditionnement sur la tablette avec des alertes dans le cas où on fait des choses qui ne sont pas autorisées. On peut suivre le remplissage des colis et leur déplacement avec les codes barres. Et enfin, à terme, l'objectif de Westflow, c'est bien sûr de remplacer encore le papier qu'on a aujourd'hui pour assurer la traçabilité des déchets avec zéro papier. Pour parler plus dans le détail de l'application, aujourd'hui, les fonctions principales développées, ce sont le suivi du remplissage d'un colis, la caractérisation d'un colis, la gestion de l'entreposage, la préparation la réception d'un lot de colis et leur expédition. Et enfin, on peut aussi réaliser des bilans et remonter des indicateurs. Donc, comme je vous l'ai dit, l'application elle est destinée à l'ensemble des acteurs de la filière déchets, c'est-à-dire l'intervenant qui conditionne les déchets, le contrôleur déchets qui va vérifier la conformité du colis, la personne au bureau qui s'occupe de faire la caractérisation et de déclarer les colis à l'Andra. Pour vous donner des petits éléments temporels, on a commencé à travailler sur ce sujet en 2019, donc on a collecté le besoin provenant des différents sites, on a aussi regardé ce qui existait et utilisé le REX de ce qu'on avait sur les différents sites. On a commencé le développement agile au début du premier confinement, donc en avril 2020. Et cette année, en 2021, en mai, nous avons déployé l'application sur un premier site pilote et sur un second site pilote en novembre 2021. Les facteurs clés du succès, elles sont liées aux deux phases de développement et déploiement. Donc, en phase de développement, on a bien veillé à prendre en compte le REX des outils qui existaient. Donc, qu'est-ce qui marche pas, quels sont les irritants. Le fait de développer aussi le projet en mode agile nous a permis d'évoluer en fait vers d'approfondir des fonctions et de déprioriser d'autres fonctions. Donc, de faire vraiment un outil qui correspondait aux besoins des utilisateurs. C'est pour ça aussi, notamment, qu'on a intégré les utilisateurs dès la phase de développement. Ils étaient là pour faire leur retour sur l'ergonomie des pages et tester aussi une fois qu'on avait déployé les fonctionnalités. Et on a aussi fait appel à un ergonome qui nous a créé une application qui aujourd'hui est vraiment sympa selon les dires des utilisateurs. En phase de déploiement, on a d'abord déployé sur un chantier pilote pour déjà adapter l'outil vraiment aux contraintes terrain. Et ensuite, le fait de faire un chantier pilote nous permet de former un certain groupe de personnes qui vont être un peu les ambassadeurs de demain et qui, eux, vont à leur tour former d'autres personnes sur le terrain, dans nos collègues, quoi. D'ailleurs, on laisse beaucoup de temps à la formation à l'outil, donc on a des formations adaptées au niveau de chacun. Il y a une forte présence et un fort accompagnement dès les premières phases de déploiement avec une application du manager qui est aussi formée. On a aussi choisi de conserver pendant un certain temps la double gestion papier-digital, ce qui permet aux intervenants de se rendre compte de quelles sont les données qu'ils collectent avant. Et finalement, c'est les mêmes données qu'on collecte aujourd'hui, sauf qu'elles sont à des endroits différents. Et ça va permettre du coup de garder leurs repères. Et on implique aussi les utilisateurs du terrain pour mettre en place des évolutions dans l'application. Ah, j'ai loupé une slide. Pour finir, on a eu quelques difficultés quand même, comme souvent dans un projet. Donc, le mode agile est très bien parce qu'on peut réorienter un peu les besoins, mais il est un peu frustrant parce qu'on doit aussi faire des concessions sur certains modules. Et si on veut détailler une page, et ben, il va falloir qu'on ne fasse pas autre chose. Donc, c'est un peu frustrant, mais bon, c'est comme ça. Il y a aussi un long travail de reprise de données qui est à prévoir pour intégrer les données historiques dans l'application, notamment parce que les données sont très hétérogènes entre les sites et même dans un fichier Excel, le flux, quelquefois, il est écrit avec un accent circonflexe, quelquefois, il est un S, donc il y a quand même pas mal de travail à faire sur ces données. La durée de déploiement, elle est clairement dépendante de la maturité du site. Sur certains sites, on a dû retravailler les rôles et responsabilités de chacun avant de pouvoir déployer, parce que si le process n'est pas clair, on ne peut pas déployer l'application. Et enfin, on rappelle aussi à chaque déploiement que la Westflow, ça ne peut pas remplacer les échanges de vive voix et il n'y a pas tout dans l'application. Il faut quand même que les intervenants ils gardent le réflexe d'aller contacter leur correspondant de déchets ou quand ils ont une question sur la conformité d'un colis. Concernant les avantages concrets, aujourd'hui, on a une bonne prise en main de l'outil, un bon retour des utilisateurs qui nous disent clairement que ça a amélioré leur quotidien. On réduit considérablement le temps sans valeur ajoutée, notamment parce qu'on n'a pas tout le temps de ressaisie du papier au fichier Excel. Et on n'a pas de temps de renommage de photos, qui était une grosse perte de temps sur certains sites.
On peut faire bon du premier coup puisque les calculs sont automatisés et on a des alertes comme on voit sur l'écran avec les deux petits imprimés écran que je vous ai mis en cas de non-conformité. On a l'état de la production en temps réel. Et plus globalement, en fait, le fait de mettre en place un outil commun au sein de la BU permet d'harmoniser le process et de tendre vers un process, donc on n'y est pas encore, mais on tend vers un process plus commun et plus standardisé. Et enfin, aujourd'hui, la mise en place d'une application digitale nous permet de collecter des données, contrairement à la collecte des documents et des fichiers qu'on faisait avant. Et avec les données, on va pouvoir mettre en place une meilleure continuité numérique, notamment avec l'application DICO, qui va vous être présentée par Fazia, si elle arrive à se connecter juste maintenant. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Super. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter notre application DICO, qui est un outil qu'on a développé pour l'ensemble des sites Orano et pour le service central qui est la DPS2D. Alors, donc à la DPS2D, notre mission d'interface privilégiée avec l'ASN et l'ONDRA dans la gestion de nos déchets radioactifs nous positionne en interaction avec de nombreux interlocuteurs en interne et en externe. C'est pourquoi on a choisi de développer un outil informatique pour l'ensemble du groupe Orano, qui a pour vocation, d'une part, de développer l'efficience opérationnelle des différents acteurs de la chaîne déchets et d'améliorer les reportings réglementaires. Donc, à quoi vont servir les données intégrées dans DICO? Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Donc, à quoi vont servir les données intégrées dans DICO? Donc, il y en a plus de 175 000 données échangées par an, principalement par envoi de mail sous forme Excel ou Word. Donc, ils vont nous servir à faire des bilans, à planifier nos déchets, instruire nos dossiers avec l'ONDRA, à suivre les capacités volumiques radiologiques de nos déchets et à réaliser des indicateurs demandés par les autorités ou la direction du groupe Orano. Maintenant, on va vous montrer une vidéo du module planification DICO, qui est le premier module qu'on a développé, qu'on a mis en production en octobre 2021. Et aujourd'hui, tous les sites Orano utilisent cet outil pour planifier nos déchets qu'on envoie à l'ONDRA ou pour tracer toutes les modifications de nos expéditions. Donc, je suis le site de Triade, j'arrive sur la planification de février, je peux créer un premier transport en saisissant les informations de mes colis. Je crée mon groupe colis, j'ai mon transport qui s'affiche, je peux valider le planning pour informer la DPS2D que j'ai fini ma saisie. Si je vais sur la vue DPS2D du mois de février, je peux voir la planification de tous les sites Orano et je peux voir que Triade a fini la saisie de sa planification mensuelle. Donc ici, je retrouve la saisie de Triade. Donc, une fois que j'ai arbitré entre tous les sites Orano, je peux valider le planning et envoyer la planification mensuelle à l'ONDRA en cliquant sur envoyer. Donc c'est l'outil qui envoie en automatique la trame Excel à l'ONDRA par mail. Si je retourne sur le site de Triade, j'ai l'information que la DPS2D a validé la planification. Je bascule sur le planning d'expédition pour faire les modifications sur mon transport. Donc je peux par exemple dire que je n'envoie plus 10 colis mais 5. Je modifie le groupe colis, toutes les modifications sont tracées. Je génère la trame. Je peux la visualiser avec toutes les informations qui sont reportées sur la trame. Je l'envoie en automatique à l'ONDRA. Et si l'ONDRA est d'accord, des modifications, je valide les modifications et mon planning est mis à jour. J'ai un écran transport aussi qui me résume le transport mensuel avec le bilan volumétrique des déchets. Et autant que des M2D, j'ai aussi cet écran-là avec la vue de tous les sites Orano.
Merci beaucoup, Fazia. C'est intéressant. Est-ce que vous nous entendez, Fazia? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y. Vous pouvez continuer sur les difficultés et les avantages. Ok, donc je vais mettre la slide suivante. Est-ce que ça va fonctionner? Vous êtes bien sur difficultés et avantages. Vous pouvez y aller, Fazia. Ok, super. Donc après la démo, pour les difficultés et avantages, donc au début du projet, donc on a lancé le développement en novembre 2020. On a eu pas mal de problèmes en début de projet. On a dû changer plusieurs fois l'équipe de développement, ce qui a induit beaucoup de retard. Donc on a cumulé 5 mois de retard en début de projet. Avant de commencer le développement, on a sous-évalué les estimations des charges de développement. Ensuite, on a eu beaucoup de surprises en termes de budget par rapport à cette sous-évaluation justement. Et comme pour l'outil Westflow, on est en mode agile et justement, du fait qu'on soit en mode agile, on a dû réduire le périmètre plusieurs fois suite au retard et aux priorisations des fonctionnalités à développer. Sinon, pour les avantages, donc aujourd'hui, Dico est un outil unique pour le groupe Orano dans la gestion de nos déchets nucléaires. 100% des sites Orano utilisent Dico dans la planification de l'outil, donc ils sont tous très très contents. L'Andra aussi, donc de l'utilisation de Dico. On a un fonctionnement 100% digital depuis novembre 2021, donc on a supprimé tous les envois de mails, tous les fichiers Excel. Et on a réduit énormément le temps et les erreurs de saisie, et on a un planning en temps réel accessible au site et à la BU Transport. Voilà, donc moi j'ai fini ma présentation, je passe la main à Guy. Donc Guy va nous présenter maintenant, en lien avec les deux présentations d'Orano, le collectif au sein du GIFAN numérique qui parle de continuité numérique optimisée de la gestion des déchets avec l'ensemble des acteurs de la filière. Bon, peut-être en attendant que Guy répare le problème de micro, je vais commencer. Ce ne sera pas aussi bien hein, forcément, mais je vais prendre la relève. Donc le collectif GIFEN, c'est un collectif qui est constitué de tous les acteurs de la filière nucléaire. Donc participent activement Andra, Orano, CEA, EDF, Honnête, on aurait pu mettre, etc. Hein. C'est vraiment tous ceux qui souhaitent participer sont les bienvenus. DAER également, SICLIFE, etc. Donc, dans ce collectif, on étudie différentes thématiques pour assurer la continuité numérique au sein de la gestion des déchets radioactifs. Donc, on travaille essentiellement sur 3 sujets. La première, donc la planification des expéditions. Vous avez pu voir un exemple avec Dico. Il faut quand même se rappeler que encore aujourd'hui, Dico permet d'extraire un fichier Excel, mais EDF, CEA et les autres acteurs émettent des fichiers Excel à l'Andra pour planifier les expéditions. Donc on est encore document centrique sur la partie planification. On a la partie instruction, où là également on gravite autour de beaucoup de documents et des transmissions qui se font en pièce jointe de mail. Et enfin, la dématérialisation et la traçabilité. Là, c'est plutôt côté expédition, c'est la génération de tous les documents réglementaires de type bordereau de transport, BSDR, bordereau de suivi des déchets radioactifs, BSDA, bordereau de suivi des déchets amiantés, etc. L'objectif, c'est de mettre en place une plateforme commune avec une possibilité d'interfacer l'ensemble des SI opérationnels de chacun des acteurs et d'assurer une continuité numérique de la donnée du début jusqu'à sa fin. Donc, première partie, on va se focaliser sur la planification partagée de la filière déchets. Donc, on a identifié 2 applications déjà existantes au sein du collectif. Opal, qui est une application EDF, et Dico qu'on vient de vous présenter. Aujourd'hui, ces applications couvrent leurs besoins respectifs, mais ne permettent pas d'assurer la continuité numérique pour tous les acteurs de la filière nucléaire. Donc du coup, on a proposé au sein du collectif GIFEN de faire un état des lieux des besoins de tous et de regarder par différentiel de ces applications existantes, qu'est-ce qui pourrait être l'application de demain. Donc,
Ensuite, on va vous parler du processus instruction. Pour le processus instruction, également, toujours dans la même démarche, on a fait un état de lieu de l'existant, donc avec des axes d'amélioration qui ont été identifiés sur le temps passé pour calculer et suivre des indicateurs manuellement, des échanges de beaucoup de documents, toujours par mail et sans base commune, de jet commune, et puis après, contrôler automatiquement la saisie pour éviter les erreurs justement de ressaisie. Donc voici les objectifs et les gains attendus. Donc forcément gagner du temps collectivement, agréer les informations, permettre d'envoyer les documents de manière plus sécurisée, d'avoir un accès partagé, de contrôler les accès de chacun, bien entendu, dans la future application GIFEN. Ensuite, la troisième partie, c'est sur la dématérialisation et la traçabilité. Donc, toujours dans la même démarche, on a fait un état des lieux des existants avec l'ensemble des acteurs en faisant le parcours existant. Aujourd'hui, donc, on fonctionne avec des bordereaux papier qu'on signe donc, manuellement, et on s'est intéressé à une application qui propose la digitalisation de ces processus dans le monde des déchets conventionnels. Donc c'est l'outil Track Déchets que vous connaissez peut-être et qui permet d'assurer le suivi, donc le tracking déchets par des bordereaux totalement digitalisés par une application qui est gérée par une start-up d'État qui s'appelle Track Déchets. En s'inspirant de cette start-up et du travail qu'ils ont réalisé dans le monde des déchets conventionnels, on espère réaliser dans le monde des déchets radioactifs, la même chose. Ensuite, pour conclure, on vous a fait un état des lieux des livrables qu'on attend du collectif GIFEN. Donc, en premier lieu, on souhaite établir des spécifications d'outils collaboratifs, donc des plateformes communes, qui intégrera les besoins de l'ensemble des acteurs de la filière nucléaire. On réalisera des POC, notamment pour l'instruction des dossiers et la traçabilité. Et ensuite, on élaborera un dictionnaire de données qui permettra de faciliter les échanges futurs d'informations. Merci beaucoup, Michael. C'était très clair et merci d'avoir pris le relais. Alors, je vais passer aux questions. J'en ai beaucoup. Je vais vous demander des réponses très rapides, comme d'habitude, mais je suis sûre que vous saurez être agile, vu ce qu'on vient de voir. Alors d'abord, concernant Westflow, où sont sauvegardées les données? C'est on-cloud ou c'est on-premise? Non, c'est on-premise, ce sont des bases de données parce qu'on a des données, certaines données qui sont OPI2, classement Rano, donc c'est pas sur le cloud. D'accord. Et est-ce que Dico et Westflow arrivent à communiquer ou est-ce que vous avez prévu de le faire dans un deuxième temps? Oui, on a prévu de le faire prochainement, début d'année prochaine. On va faire une interface entre Westflow et Dico. Très bien. Est-ce qu'au niveau de Westflow, vous avez prévu en fait d'avoir des communications, enfin de pouvoir dialoguer avec d'autres applications tierces? Est-ce que qui alimenteraient une plateforme? Est-ce que c'est un système ouvert ou est-ce que pour l'instant ça reste un système fermé pour la BUDS? Pour l'instant, c'est un système fermé, mais comme on est intégré au GIFEN, je pense qu'à terme, on aura tous des données qui pourront être partagées et communiquées d'une manière ou d'une autre, soit via la plateforme, soit vers un autre outil. Après, ce qu'on envisageait plutôt, c'était de pouvoir envoyer nos données vers des installations clients. Par exemple, sur le CEA, on utilise Caraïbes. Peut-être pouvoir envoyer des données à Caraïbes. D'accord. Au niveau du GIFEN, pour le groupe de travail GIFEN, est-ce que vous avez identifié des solutions qui pourraient être partagées avec l'ensemble des acteurs ou en dehors de Track Déchets? Aujourd'hui, il n'existe pas de solution toute faite et il faudrait développer des choses pour pouvoir l'appliquer à toute la filière? Alors, je ne sais pas si on m'entend maintenant. Si, on vous entend, Guy. Il a fallu que je redémarre le navigateur, désolé. Merci, Michael. Non, a priori, on a plusieurs pistes. Track Déchets, l'équipe qu'on a rencontrée est très ouverte, donc on pourrait réutiliser au moins une partie de ce qui a été fait sur Track Déchets.
ou aller vers une plateforme JFN, mais pour l'instant, les choses on est plus sur l'expression des besoins, les spécifications que sur la solution, mais il y a cette possibilité effectivement de réutiliser le travail fait par Track Déchets. D'accord. Fazia, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien, Fazia. On me demande quelles sont les prochaines perspectives de DICO. Alors, le module que j'ai présenté tout à l'heure, c'est celui de la planification. Ensuite, depuis octobre, on est en train de développer le module déclaration qui sera en interface avec l'outil Procom de l'Andra et avec Westflow. Et début 2022, on développera le module instruction où on digitalisera le formulaire 307, qui est en fait le formulaire pour instruire nos dossiers TFA avec l'Andra. Et puis, on développera la partie suivi contractuel, nos dossiers d'instruction TFA aussi. Et un peu plus tard, donc pas en 2022, mais un peu plus tard, on enchaînera avec le module facturation. Et puis, il y aura un module bilan et indicateur aussi. D'accord, très clair. Merci beaucoup. Alors, je vais profiter de ce petit temps de questions-réponses pour revenir sur l'intervention d'Estelle. Estelle, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur projet européen de Cycle Life et est-ce que ça correspond au projet présenté par le CEA ou est-ce que c'est un autre projet européen? Là, Estelle, vous êtes peut-être encore sur mute. Ah, je pense que je n'aurai pas ma réponse. Bon, ben, c'est pas grave, je vais repasser sur DICO, Fazia. On me pose des questions sur est-ce qu'il manque beaucoup de fonctionnalités dans DICO pour que ça puisse être une application, par exemple, partagée au niveau de l'ensemble des acteurs de la filière? En fait, aujourd'hui, les fonctionnalités qui sont... alors, tel qu'on a développé DICO, il est vraiment orienté utilisateur site et orienté Andra. Donc, en fait, puisque notre point commun à tous, c'est l'Andra, donc tous les producteurs fonctionnent pareil. Donc, aujourd'hui, toutes les fonctionnalités qu'on a développées pour nos sites dans DICO peuvent être utilisées par les autres producteurs. Il manquera en gros qu'un profil Andra qui sera le profil chapeau et qui va arbitrer entre tous les producteurs de la même manière qu'on le fait nous à la DBS2D. Donc, côté producteur, il ne manquera pas beaucoup de fonctionnalités. Là où il faudra faire un petit peu de développement, c'est beaucoup plus, je pense, pour le profil Andra. D'accord, c'est très clair. Est-ce que, pour qu'on finisse un peu sur les questions concernant l'optimisation de la gestion des déchets, d'abord pour Westflow et après pour DICO, vous pouvez un peu nous parler de gains de temps, de gains en euros? Donc aujourd'hui, nous, on a déployé sur 2 sites pilotes. Sur le site sur lequel il y avait le plus de papier, on a identifié une gain, donc c'est encore à confirmer, mais là, on réduit la temps de production d'un colis de déchets d'un facteur 1,8. Donc on divise presque par 2 le temps de... Parce qu'on supprime tous les temps de ressaisie, parce qu'il faisait d'abord une feuille de brouillon, puis après, il copiait la feuille brouillon au propre, puis après, on recopiait la feuille propre sur Excel. Et il y avait toute la phase de renomage de photos qui était très laborieuse et absolument sans valeur ajoutée. Très clair. Et pour DICO? Fazia? Cette fois-ci, on a perdu Fazia. C'est pas la journée du numérique. Hein, je vais peut-être répondre pour DICO. Donc, l'outil a été déployé sur tous les sites. Alors, aujourd'hui, il a été déployé depuis novembre, donc on n'a pas encore suffisamment de retour d'expérience pour affiner nos chiffres. Mais ce qui est certain, c'est qu'au moins de manière qualitative, on a une adhésion de tous les sites et des retours très favorables avec... une opinion commune sur le fait que ça fait gagner du temps et que ça apporte aussi plus de fiabilité sur les données qui sont remontées aux services centraux. Très bien. Merci beaucoup, Michael. Michael est un super backup. Hein. Quel que soit l'intervenant qui me manque, Michael se répond. Bon, je vous remercie beaucoup. Je vous propose de conclure ces matinales du numérique.
Je voudrais d'abord remercier les interventions de Cycle Live, du CEA, d'Orano, de l'Andra, puisque vous avez vu, on a essayé d'éclairer jusqu'à la fin des phases de cycle vie de nos installations, comment le numérique pouvait aider à optimiser et à plus de compétitivité dans la filière. Et je trouve que les 3 exemples là, nous ont vraiment permis de voir comment ça nous permettait d'optimiser le démantèlement, mais aussi comment ça nous permettait d'optimiser la gestion des déchets. Donc, merci beaucoup aux intervenants. Je vous rappelle que les webinaires des matinales du numérique se poursuivront en 2022. Le programme est en cours de finalisation. Que comme d'habitude, quand on arrêtera la séquence, vous aurez, dès la fermeture du webinaire, en restant connecté sur la page web, un petit sondage dont nous avons besoin pour voir de quoi vous avez besoin, pour vérifier que nos matinales répondent bien à ce que vous en attendez et comment on peut encore s'améliorer. La mise à disposition du replay sera mise sur notre chaîne YouTube à la rentrée, parce que nos équipes vont partir en vacances dans quelques jours. Donc, ce sera au retour de congé que vous pourrez les avoir. Et bien sûr, vous recevrez aussi un lien de téléchargement pour pouvoir accéder de manière très transparente à toutes les présentations que vous avez vues aujourd'hui. Et n'hésitez pas à reposer des questions, comme d'habitude. On mettra les questions et les réponses et on viendra les compléter avec les intervenants si certaines des questions n'ont pas pu être posées aujourd'hui. Je voudrais aussi tous vous remercier pour l'agilité, puisque ce matin, nous avons eu quelques petits soucis de connexion sur certains des PC des intervenants et je trouve que vous avez fait preuve tous de beaucoup de patience et de beaucoup d'agilité pour permettre à ces matinales de respecter l'horaire, puisqu'il est 9h59, mais aussi de répondre à la majorité des questions de nos intervenants. Donc, un grand merci à tous et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Prenez soin de vous dans cette période de 5e vague de Covid. Prenez soin de vous et de vos proches. Passez d'excellentes fêtes et rendez-vous pour les prochaines matinales du numérique en 2022. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.